Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Perséphone, le podcast qui libère pour créer des relations saines, épanouissantes et équilibrées avec soi-même et avec les autres. Je m'appelle Marilyn, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider à honorer toutes les facettes de votre être, vos parts d'ombre et de lumière et à guérir vos blessures émotionnelles. Alors dans ce podcast, chaque vendredi, on va parler spiritualité, psychogénéalogie, relations et tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. En plus, je sors d'un soin, j'ai fait une séance de médiumnité thérapeutique. C'était la première fois que je faisais ça et franchement c'était génial. Et je me suis dit mais waouh, c'est parfait, ça va être mon sujet du jour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des professionnels de l'invisible. Concrètement, est-ce qu'il faut s'en méfier ? Mon objectif avec ce podcast du jour, c'est vraiment de lever les tabous, de démystifier réellement ce que sont les professionnels de l'invisible, en vous parlant de mes propres expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises finalement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler un petit peu au niveau historique d'où ça venait. Donc faut savoir que les pratiques liées à l'invisible, de ce qu'on sait, elles ont des origines très anciennes puisqu'elles remonteraient à la préhistoire. Les premiers humains avaient des croyances et des rituels qui étaient liés aux esprits, aux ancêtres et à la nature. En Égypte antique, par exemple, l'Égypte ancienne avait vraiment une forte tradition de croyance en l'au-delà et en la communication avec les défunts. Et c'est ce qu'on peut voir dans les hiéroglyphes, les tombeaux et les amulettes qui témoignent de ces croyances. Dans la Grèce antique, on croyait en des oracles, tels que l'oracle de Delphès par exemple, où des prêtresses faisaient des prédictions, on va dire, mystiques. En Rome antique, les Romains avaient des pratiques de divination, donc notamment la ruspicine, c'était en fait l'observation des entrailles d'animaux sacrifiés, alors c'est un peu gore comme ça, et la lecture des augures, donc ça c'était vraiment l'observation des oiseaux pour prédire l'avenir. En Chine ancienne, on avait aussi des systèmes de divination comme l'I-Ching ou l'El-Ching, je sais pas trop, peut-être que j'écorche un peu, qui étaient vraiment utilisés pour prendre des décisions et prédire l'avenir. Après aussi dans les religions abrahamiques, donc les religions telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam ont souvent des éléments de contact avec le divin comme la prophétie, la prière, la médiation par des figures religieuses. Ensuite, on va avoir les civilisations autochtones. Les civilisations autochtones à travers le monde ont des pratiques variées telles que la communication avec les esprits, les cérémonies chamaniques, les rituels de guérison. Voilà, au Moyen-Âge en Europe, alors ça j'en avais, il me semble, parlé dans un podcast, je vous avais conseillé la série Les Filles du Feu. Donc là, on parlait en fait des pratiques de sorcellerie et de magie qui étaient répandues, mais persécutées. Donc ça c'était vraiment le gros génocide qui avait eu lieu, mais on retrouve en fait des grimoires, des potions, enfin voilà, de toute façon on sent en fait que c'est encore très ancré, bien que tabou. Ensuite, au niveau de la Renaissance, donc la Renaissance a vu un intérêt renouvelé pour l'occultisme, l'alchimie, l'astrologie, la divination. Voilà, je cite par exemple John Dee, Nostradamus, qui étaient célèbres justement pour leurs prédictions. Et puis après, donc au 19e siècle, le spiritisme est devenu vraiment populaire avec des médiums qui prétendent communiquer avec les esprits et l'intérêt pour la parapsychologie a également augmenté. Donc, de nos jours, des pratiques telles que la méditation, la guérison énergétique, la recherche de sens, de bien-être spirituel restent courantes, puisque moi aujourd'hui c'est quelque chose aussi que je pratique et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc, pour reciter, qui sont concrètement les professionnels de l'invisible? Donc il y en a plein et je pense qu'il y a encore plein de métiers qui n'existent pas encore, qui vont s'élever.
Parce que concrètement, ces pratiques, en fait, elles évoluent en réponse aux besoins et aux préoccupations des sociétés humaines. Ce qui fait que, comme notre société a tendance encore à évoluer, on le sent en fait, on parle souvent de nouveaux mondes, de mondes plus conscients. Il y a vraiment quelque chose qui se crée là sur Terre. En tout cas, moi, j'y suis très réceptive, je le sens. Ce qui fait qu'il y a forcément de nouveaux métiers qui vont arriver dans les prochaines années. Donc, aujourd'hui, on peut parler par exemple des médiums, des voyants, des guérisseurs, des chamans, des numérologues, des magnétiseurs, des exorcistes. Enfin voilà, il y a déjà plein de choses qu'on connaît. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ce que j'ai déjà testé. Donc, déjà, avant de commencer, pour ceux qui ont écouté tous mes podcasts, il me semble que j'avais parlé de ma connexion avec le divin qui était déjà très forte depuis ma tendre enfance finalement. Moi j'ai vraiment un souvenir de mon père qui me montrait en fait l'étoile du berger quand j'étais toute petite, je devais franchement avoir 3 ans, et je me souviens que quand je regardais cette étoile, il y avait une connexion qui était hyper forte. J'ai vraiment le souvenir aussi, c'est un peu flou, mais quand il y avait beaucoup de violence chez moi, la lune, les astres, les étoiles, le ciel, c'était vraiment mon havre de paix. C'était vers ça que je me retournais quand j'étais triste. J'ai vraiment le souvenir aussi de commencer à manifester très très tôt finalement. Donc j'ai fait l'épisode là récemment sur la loi de l'attraction et la manifestation. Mais c'est vrai que quand j'y repense, j'ai appris à manifester très jeune. Je me souviens quand j'étais petite dire s'il vous plaît, je veux vraiment avoir des bonnes notes, je veux vraiment faire ci, je veux vraiment faire ça, et ça se manifestait. Alors évidemment que j'avais des bonnes notes parce que je travaillais aussi, faut pas se leurrer, mais voilà, je me rends compte que j'avais vraiment une connexion avec le divin qui était très très forte depuis toujours, depuis mon plus jeune âge, avec une forte envie de me connecter au divin par les religions. Donc il me semble que j'en avais aussi parlé, mais je suis pas rentrée dans le détail, donc j'ai profité de cet épisode pour vous en parler un petit peu plus. En gros, quand j'avais 7 ans, je pense 7-8 ans, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire au catéchisme. Donc c'est des années qui sont très floues, mais je me revois en fait toute jeune, lire les livres, lire le Nouveau Testament, aller à l'église, être super contente. Mes parents ne m'avaient pas baptisée, mon père avait vraiment... et c'était vraiment beau ce qu'il avait fait. Il voulait en fait que je puisse avoir le choix de ma religion. Il voulait pas me baptiser comme ça se faisait beaucoup, parce qu'il jugeait que c'était un abus vis-à-vis de moi, parce que du coup ce serait m'imposer une religion sans que j'ai l'âge de donner mon consentement. Donc c'est vraiment génial et je l'honore vraiment aujourd'hui pour ça. Et donc ça m'a pas empêché à 10 ou 11 ans de demander à mes parents de me baptiser à l'église. Donc je me suis fait baptiser, je me souviens que mon père avait pleuré, c'était hyper émouvant. Puis j'avais fait ma première communion et j'ai peut-être continué un peu, mais c'est vraiment une période de ma vie qui est assez floue. En tout cas, j'ai perdu cette connexion à la foi. Enfin, je dis j'ai perdu, je pense que je l'ai toujours eu, mais disons que ça m'a moins intéressée quand je suis rentrée au collège. Parce que forcément on rentre au collège, on a envie d'appartenir à un groupe, et en fait j'avais pas envie qu'on me colle cette étiquette de catho ou de chrétienne. Enfin voilà, j'avais presque honte en fait, quand j'y pense, j'avais presque honte de parler de tout ça. Ce qui fait que je m'en suis un peu éloignée. Du moins, j'avais toujours cette connexion, cette intuition, je pense. Je pense que ça m'a pas lâchée. Mais j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté d'aller à l'église pendant un certain temps. Et puis après, j'ai rencontré donc mon premier vrai copain était musulman. Et donc là, je me suis vraiment intéressée au Coran, je faisais le Ramadan. Donc j'ai reconnecté avec la source par le biais de la religion musulmane, et je me souviens que ça m'est passé vraiment plusieurs fois par la tête de me reconvertir à l'islam,
Et je rencontrais souvent d'ailleurs des mamans d'amis qui me disaient « Oh là là, mais vu la foi que tu as, il faudrait que tu te reconvertisses, etc. » Donc voilà, pendant pas mal d'années, je me suis intéressée à la religion musulmane. Malheureusement, je ne l'ai pas lu. J'ai lu des versets du Coran, je me suis beaucoup intéressée. Une fois, je me souviens, je passais Noël chez une amie. Alors je sais plus, je crois que c'était Noël, mais que... Du coup, il fêtait pas Noël, mais il récitait certains versets, certaines histoires qui étaient hyper inspirantes, avec des belles morales en fait, qui m'inspiraient beaucoup. Voilà, j'ai un souvenir en même temps que je vous parle, là je refais un peu le récap. Mais en tout cas, voilà, ça m'a beaucoup intéressée et ça m'intéresse toujours. Et puis après, j'ai lâché encore un petit peu. Et c'est vers 27 ans que je me suis reconnectée vraiment à tout ça avant de partir en Asie. Et je me souviens, j'avais téléchargé, je crois, la Bible et le Coran en application mobile. Donc j'avais commencé à écouter en version audio. Et puis j'avais vraiment cette envie, en fait, de me diriger vers une religion et de faire un choix. En fait, entre la religion chrétienne, la religion musulmane, le bouddhisme, parce que je partais en Asie. Et voilà, j'avais envie en fait d'avoir des réponses, je pense, comme si j'avais besoin de savoir concrètement, pour me rapprocher de Dieu, quel chemin il faut que je prenne. Est-ce que c'est la religion musulmane? Est-ce que c'est la religion chrétienne? Est-ce que c'est le bouddhisme? Et donc... la première fois que je suis partie en Asie, c'était vraiment en quête de tout ça. J'ai un tatouage sur le bras que j'avais fait qui était une prière en sanskrit. Et puis je me souviens quand j'avais fait ça, cette prière, donc là-bas je voulais me la faire tatouer par un moine, j'ai pas trouvé, donc je me suis fait tatouer dans un shop. C'était le lendemain d'avoir été dans un sanctuaire d'éléphants. J'avais trouvé le moment tellement fort, j'avais tellement de gratitude que je me suis dit faut que je l'ancre dans ma peau. Et puis donc j'ai fait cette prière. J'ai noté cette prière en sanskrit. Enfin c'est des lignes de protection, je me rappelle même plus exactement ce que ça veut dire, mais voilà, sur le moment ça avait tellement de sens. Et puis j'avais posé l'intention de plus boire d'alcool, de plus rien toucher, enfin bref, j'étais vraiment dans ce truc là en mode ok, maintenant meuf, tu vas te prendre en main, pour pratiquer il va falloir que tu te coupes de tout ce qui est nocif pour toi. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait dans les 2 semaines qui ont suivi, je devais partir au Japon. Finalement mon vol a jamais pu partir, enfin mon vol est parti mais sans moi, parce que c'était dingue. C'était un dimanche à 3h du matin et ils avaient décidé de demander un visa, ce qui fait que toutes les personnes qui étaient dans l'avion n'avaient pas pu monter, enfin sauf celles qui avaient un visa, mais étant donné que c'était pas demandé, il y avait les 3/4 des passagers qui pouvaient pas. Ça c'est aussi un truc qui est dingue quoi, parce que vraiment quand vous devez rester à un endroit, quand vous êtes en voyage, croyez-moi, tout va se mettre en place pour que vous y restiez, il n'y a rien que vous puissiez faire finalement. Et c'est quand même ouf de se dire que il s'est passé ça alors qu'on était en plein week-end, ça avait vraiment pas de sens. Ce qui fait que je suis restée en Thaïlande. Puis du coup ce jour-là, je me souviens, j'avais testé de la drogue, j'avais fait des trucs. Enfin voilà, des trucs qui m'éloignaient un petit peu de l'idée principale qui était de me ranger, d'arrêter de boire, de tout faire. Et puis je suis partie dans le sens inverse, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des expériences qui étaient suggérées sur mon chemin, qui étaient posées là, qui étaient à l'encontre en fait de ce qui était écrit dans les livres. Toutefois, je sentais que ces expériences, je devais les vivre en fait, par rapport à mon cheminement personnel. Je vais parler un peu de sexualité ici, j'ose, même si j'ai des gens de ma famille qui vont écouter ce podcast. Voilà, j'ai plus envie de me cacher par rapport à ça, et je pense que c'est important d'en parler. Moi, depuis l'abus que j'avais subi, ma sexualité a été très très difficile. J'avais peur en fait. J'ai grandi à Toulon dans le sud, et il y avait vraiment un truc. Moi, j'ai grandi avec une mentalité de quartier, ce qui fait que je m'éloigne complètement du sujet, mais vous inquiétez pas, je vais revenir sur les professionnels de l'invisible. Mais en fait, je sais que certaines personnes apprécient les podcasts plus longs, donc ça va faire sens après dans ce que je dis par rapport à tout ça. Mais en gros, voilà, depuis les abus sexuels que j'avais subis, la sexualité a été très dure pour moi. C'était très dur d'avoir du plaisir, très difficile d'avoir des orgasmes et tout ça. Et puis j'avais rencontré un homme en Thaïlande qui ne me plaisait pas du tout en fait physiquement, mais avec qui j'avais
une connexion très très forte en fait, une connexion énergétique, ce qui fait que dès qu'on s'est rencontrés, c'était fou, je me souviens, j'étais derrière lui en scooter, on sentait en fait une alchimie, quelque chose, c'était assez dingue. Et d'ailleurs c'est un de mes meilleurs amis maintenant, on s'appelle régulièrement, donc tout est cool et ça confirme en fait le lien qu'on avait. Est-ce que c'était un lien karmique, je sais pas, en tout cas on avait une connexion. Et puis moi, comme j'avais cette mentalité de quartier un peu, c'était en mode non, je vais pas faire l'amour avec un homme si je suis pas avec, c'est mort. Enfin, j'avais vraiment ce truc-là qui était très ancré chez moi. Et puis en Asie, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires. Et un soir, je fais ce rêve, donc c'était très symbolique. En fait, je me souviens, je rêve d'un serpent. Et d'une chèvre ou d'un bouc, un truc qui fonce là, un bélier quoi. Et je vois en fait que dans mon rêve, le bélier se rapproche du serpent et c'est comme si que le message c'était va vers le serpent. Donc à ce moment-là, je contactais déjà des médiums, donc je vais revenir dessus après. Ça va être un peu décousu, je sens, cet épisode, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'avais contacté donc une médium, on m'avait filé son numéro. Et je lui avais dit, putain, c'est fou, j'ai fait ce rêve et j'ai l'impression que ça a du sens et tout ça, mais je comprends pas le message. Et elle m'avait dit, écoute, tu as un truc à vivre avec cet homme-là, il y a quelque chose au niveau de ta sexualité qui va se décanter par rapport à ça. Il faut savoir que la sexualité dans la vie d'une femme, c'est un sujet qui est hyper important. C'est pour ça que j'ose et que j'en parle et que de toute manière, je pense que je vais continuer à en parler dans de prochains épisodes. C'est que moi, c'était vraiment un problème d'accomplissement et d'épanouissement de ne pas avoir accès à l'orgasme et tout ça. Je pensais vraiment que j'avais un souci en fait. Et du coup, il s'est trouvé que cet homme-là était vraiment la personne qui allait me permettre de reconnecter au plaisir, à la douceur, à la sensualité, enfin voilà, des choses en fait que j'avais jamais vraiment expérimentées et connues auparavant. Ce qui fait que et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, c'est que j'étais à un cap de ma vie où je cherchais à répondre à ce qui était demandé dans les livres. Donc j'étais carrément à un stade de ma vie où j'avais envie en fait de redevenir vierge quoi. Je voulais plus avoir de rapport sexuel avec personne, si ce n'est mon futur mari. Voilà, je voulais plus du tout toucher de choses nocives pour moi et je me séparais en fait de mon cheminement et de qui j'étais. Et quand j'ai compris ça, il y a vraiment une prise de conscience qui s'est faite où je me suis dit ok, maintenant tu vas arrêter de te séparer. Il n'y a pas de choix à faire en fait entre le bouddhisme, entre la religion musulmane, entre la religion chrétienne. Je pense que tout est juste, tout est à sa place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'adore parler avec des copines à moi qui sont musulmanes, j'adore parler avec des amies qui sont chrétiennes, j'adore aussi parler avec des personnes qui sont athées. Et j'ai une foi qui est inébranlable envers le divin, sans que j'ai besoin de pratiquer une religion en particulier. Parce que dans mon cheminement, il y a des choses que je dois vivre qui ne sont pas en adéquation avec ce qui est écrit et ça me coupe et je me sépare en fait de mon propre chemin. Donc encore une fois, je n'exprime ici que ma vérité. C'est pas le but de créer des débats par rapport à la religion autre, mais c'était important que j'en parle et ça tombe bien que ce soit dans cet épisode-là. Donc voilà. En tout cas, pour revenir aux professionnels de l'invisible, c'est que du coup, moi dans ce que j'ai essayé donc en premier lieu médium et voyant. Il y a quand même une différence entre les deux parce que du coup les voyants ça va vraiment être prédire l'avenir, alors que les médiums, si je me trompe pas, je suis pas experte mais de ce que j'ai compris, voilà, ils vont canaliser avec des entités extérieures, donc ça peut être des guides, ça peut être des archanges et ils vont vous délivrer des informations. Mais par exemple, moi la thérapeute que j'ai vue tout à l'heure qui utilise la médiumnité et dont je vais vous parler plus en détail après, elle est pas elle m'a donné quelques éléments clés de mon avenir, mais elle m'a bien précisé qu'il y avait le libre arbitre et elle se revendique pas comme quelqu'un voilà, qui va prédire l'avenir et qui va donner des informations pour qu'on se sente mieux. Et moi, j'ai vraiment aimé cette approche et honnêtement, toutes les médiums avec qui j'ai travaillé pour l'instant sont comme ça. Il y a peut-être juste un truc que je déconseille, c'est les plateformes de médiumnité.
Parce que moi, quand, vous savez, je vous ai déjà raconté l'histoire où mon ex m'avait quitté, j'ai mis 2 ans à m'en remettre. À ce moment-là, je peux vous jurer que j'étais tellement désespérée que je passais beaucoup de coups de fil à des médiums. Vous savez, c'est des fois les pubs que vous avez sur Internet, là, et puis on vous offre 10 minutes de voyance gratuite, puis vous appelez et finalement, il y a un bip qui sonne, mais sauf qu'ils font tout pour vous garder en ligne, là. Et en fait, ils vous donnent des informations qui fait que vous êtes désespéré, que vous écoutez comme ça, vous attendez qu'on vous dise « Ouais, mais non, mais tu vas rencontrer l'amour », etc. Et ce qui fait qu'après vous vous retrouvez à des factures de 200 €. Enfin moi clairement je crois que j'ai dépensé entre 200 et 300 € par mois dans ce genre de conneries. Honnêtement, il y avait des éléments qui étaient justes dans ce qu'elle disait, mais la plupart des choses ne se sont pas passées. Et en plus c'était des informations qui étaient vraiment très 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 mauvaises pour moi à ce moment-là, sachant que j'étais désespérée, etc. Donc vraiment tout ce qui est plateforme téléphonique, je déconseille. Après je dis pas que ça ne fonctionne pas ou que tout est faux. Comme je vous ai dit, il y avait quand même des éléments qu'on me donnait qui étaient plutôt justes. Voilà. Ensuite, dans les rencontres que j'ai fait, donc j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a la voyante masquée qui m'aide. En général, je fais 1 à 2 séances par an, soit sur le côté pro, soit sur le côté perso. Mais elle a aussi cette approche très thérapeutique, parce que là, la dernière séance que j'avais faite, on avait beaucoup parlé de mon enfant intérieur qui était blessé, qui était en colère, ce qui faisait que ça bloquait pas mal au niveau du pro. Et donc ça, pour celles qui me suivent sur Instagram, souvent quand je finis une séance avec la voyante masquée sur Instagram, c'est ce qui ressort. Je dis oh waouh, c'est fou, c'était presque de la thérapie. Donc elle, par contre, elle a un format court. En général, je prends des petites séances d'1 demi-heure avec elle. Voilà, mais elle est vraiment très très bien, elle est top. Ensuite, j'avais vu un médium à Marseille qui est assez connu, alors je me rappelle plus de son nom, faudrait que je cherche, mais lui avait été assez bluffant. Donc comme ça, je vais vous expliquer un petit peu aussi les pratiques, parce qu'ils ont toutes différentes pratiques. La voyante masquée, elle travaille, on l'a pas en visio, donc je sais pas comment elle fonctionne, mais par exemple, ce médium-là que j'ai vu en vrai à Marseille, je me souviens, c'était assez glauque, j'arrive dans son bureau, c'était sombre, il y avait une bougie. Et puis donc je me pose, il me demande en général les questions classiques, nom, prénom, photo quand c'est en distanciel, là du coup il n'y avait pas besoin de photo, date de naissance, enfin voilà, le truc un peu basique. Et donc il me pose les questions. Et puis d'un coup il se met dans un état de transe, quoi. Donc je le vois, il a les yeux à moitié ouverts, il se met à dessiner mais de manière très frénésique en fait sur sa feuille. Et donc il dessine, moi ce que je vois c'est un gros gribouillage, mais lui voit plein de choses, donc plein d'éléments. Et honnêtement, ça c'était une séance que j'avais fait en 2018, donc après ma séparation, 2019 même je crois. Et franchement c'était bluffant. C'était tellement bluffant que je vais vous dire la vérité, il m'avait prédit l'arrivée de mon conjoint actuel. C'est-à-dire que je savais déjà son signe astrologique, je savais déjà que son prénom commençait par la lettre J. Mais ce qui est beau dans le libre arbitre, c'est que quand vous vivez ce qu'on vous a prédit, vous oubliez en fait. Moi j'avais complètement oublié ce qu'il m'avait dit quand j'étais dans mon début de relation. Je me disais pas ouais ce mec là c'est le père de tes gosses, tu vois. J'étais plus en mode voilà, je rencontre et voilà. Et c'est que après en fait quand on a évolué dans notre relation, dans nos projets, que j'y ai repensé et que j'ai retrouvé des notes en fait de ce que j'avais écrit qui correspondaient à l'homme qu'il était. Donc ça c'était assez fou. Mais voilà, donc lui il avait une pratique comme ça où en fait il gribouillait, il voyait plein de choses, il avait vu mon voyage en Asie, il m'avait donné plein d'éléments, enfin franchement c'était assez bluffant. Ce qui fait que aujourd'hui, est-ce qu'il faut se méfier des professionnels de l'invisible ou non ? J'ai pas de bonne réponse à vous donner. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment expérimenter. Parce que moi, personnellement, ça m'apporte vraiment beaucoup de positif. Donc là j'ai parlé principalement des médiums, mais il y en a d'autres. Tout à l'heure je disais par exemple les chamans. Moi j'avais rencontré une psychologue, la toute première psychologue qui m'avait aidée en Guadeloupe, elle était chamane. et c'était puissant. De toute façon moi tout ce qui est rituel, tout ce qui est amérindien, tout ça, peuple autochtone et tout, ça m'attire de ouf. Alors je sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une vie antérieure ou pas, mais voilà, il y a un truc qui m'attire là-dedans et moi ça m'avait je sais pas, ça m'avait rassurée. Honnêtement, maintenant, j'aime bien les professionnels, je vais dire un peu hybrides. C'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans la matière. Donc, ils sont terre à terre, ils sont cartésiens, ils utilisent un vocabulaire comme vous et moi, en fait, mais avec cette approche de l'invisible, cette ouverture de l'invisible. Pour moi, elle est puissante.
Parce que, comme je vous disais, j'ai passé tellement de temps à me séparer de moi-même, de mon moi profond, de qui j'étais, que pour moi, c'est là où on s'égare, c'est là où on se perd en fait. Et je pense que plus on va réunir les deux versants, et plus ce sera bien. Je vais rebondir après, mais sinon, bon. Je vais vous parler un petit peu de ma séance de tout à l'heure avec Cécile, parce que j'avais promis de parler d'elle dans mon podcast, et en plus elle va l'écouter le podcast, donc quand même je vois que je suis déjà à 23 minutes, alors il faudrait quand même qu'elle voit ce que je vais dire, mais honnêtement c'était une séance géniale. On est resté 2 heures ensemble. Ça a été une rencontre qui s'est fait comme ça. On s'est attirés sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup aimé Cécile parce qu'en plus, elle met la caméra. Ce qui fait que quand j'ai vu son visage, elle a un visage en plus ultra lumineux. Ça m'a rassurée. Je pouvais vraiment voir sa gestuelle. Et puis, il y avait des moments où vraiment elle me regardait profondément. Et je sentais que c'était des messages qui étaient forts, qu'il fallait que j'intègre quand elle le faisait. Ce qui fait que c'était vachement bien. Et on a travaillé avec plein de choses. On n'a pas trop abordé les vies antérieures. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'avait parlé de vie antérieure, donc ouais, sachez que ça existe. Et il y a des personnes d'ailleurs qui sont spécialisées là-dedans. Mais on a beaucoup parlé de liens karmiques, on a beaucoup parlé de mon papa, le fait que j'avais un lien karmique très fort avec lui, ce que je savais. Donc on a beaucoup retracé tout ça, mon côté émotionnel. Elle m'a donné aussi des exercices à faire. Donc là, par exemple, j'ai un exercice à faire avec mon papa pour continuer sur cette voie du pardon et de l'amour inconditionnel. Et je pense lui écrire des lettres et surtout lui écrire des cartes postales quand je vais partir en voyage, parce que c'est quelque chose que je faisais moi j'ai commencé à voyager, j'avais 15 ans, et c'est quelque chose que je faisais que j'ai perdu aujourd'hui. Et quand elle m'a dit ça a été une évidence. Je me suis dit mais ouais en fait, parce que les lettres c'est puissant, on n'attend pas nécessairement de réponse, c'est ancré, il peut les relire quand il en a envie, puis ça lui permet de suivre mon voyage, parce que mon père aujourd'hui il est complètement séparé de tout ce qui est technologie, il veut pas en entendre parler, il veut pas me voir en vidéo, enfin voilà. Donc ce qui fait que créer du lien par les cartes postales, c'est quelque chose qui lui fera plaisir, et moi ça me fera plaisir aussi de lui écrire et de lui raconter un petit peu mon voyage qui promet d'être incroyable. Et donc Cécile, vraiment quand tu écouteras ça, je te remercie beaucoup pour ce qu'on a fait ensemble, parce qu'elle m'a aidé à prendre confiance en moi sur quelque chose dont je vais vous parler. Vous savez, moi, donc pour ceux qui regardaient un peu ce que je fais, je propose des voyages en fait holistiques. Donc c'est des accompagnements en ligne de 9 mois. 9 mois c'est très symbolique, hein, c'est vraiment accoucher de soi, accoucher de sa lumière. Et je vais avoir plusieurs outils. J'ai des outils très cartésiens qui m'ont été transmis dans mes formations de coaching en fait classiques. Et j'ai des outils un peu plus perchés entre guillemets. Donc je vais travailler avec des oracles, je peux travailler avec mon pendule. Je travaille beaucoup avec mon clair ressenti, mon intuition, donc des fois j'ai des mots comme ça qui me viennent. Mais c'est vrai que ma part spirituelle, elle n'est pas pleinement assumée. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai pas d'entourage familial qui est là-dedans. Mon copain a vraiment beaucoup de mal avec tout ça. Et du coup, quand je travaille avec des professionnels de l'invisible, je vois eux les compétences qu'ils ont. Je vois que clairement ils entendent des messages, ils sentent des choses. Hier j'ai fait un soin énergétique avec Céline qui est coach en épanouissement sexuel, que je vous présenterai bientôt, avec qui je vais faire un live sur Instagram. Elle, voilà, quand on est en séance ensemble, elle sent les vibrations, elle sent tout dans son corps. Alors moi il y a le côté chez moi en mode mais moi je sens rien, moi je vois rien, je vois pas tout ça. Du coup est-ce que j'ai vraiment un truc ou pas ? Et en même temps cette connexion avec le divin, comme je vous disais tout à l'heure en début de podcast, je l'ai depuis que je suis enfant. Donc je sais que c'est une part que j'ai à l'intérieur de moi, mais qui ne demande finalement qu'à être explorée. Mais je me mets beaucoup de barrières mentales. Et quand j'ai fait la séance avec Cécile, ça m'a beaucoup aidée parce que elle a tiré des cartes mais tellement puissantes. Vous voyez, il y en avait une, c'était vraiment que j'avais la main de Dieu, la main du Créateur sur mon épaule. Enfin, c'était des trucs comme ça. Ce qui fait que, évidemment, en fait, que j'ai toutes les ressources. Et à chaque fois que je vais voir une médium, elle me dit toujours la même chose. Mais tu sais, Marilyn, toi aussi, t'es médium. Toi aussi, t'es guérisseuse. Toi aussi, tu peux avoir le soin dans tes mains, etc. Mais c'est juste que, si je suis totalement honnête vis-à-vis de moi-même, c'est pas quelque chose que j'ai développé. Et c'est comme quand on a envie d'être chanteuse professionnelle. Et à un moment donné, on peut pas juste cantonner à chanter sous la douche. Il va y avoir des cours de technique à prendre. C'est comme ça.
Et ben là, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de poser avec ce podcast, ce qui fait que on verra dans 6 mois où est-ce que j'en serai. Peut-être que je referai un épisode pour voir un petit peu et pour m'adresser à la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'ancrer, de développer justement cette connexion avec l'univers, m'autoriser à être plus spirituelle. Et en gros, ce qui est ressorti, ce qui était magnifique, c'est que j'étais une prêtresse. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, en début de podcast, je vous ai parlé des prêtresses. Moi, la prêtresse, c'est un archétype que j'incarne quand je suis en cercle de femmes. Quand je transmets des enseignements, quand j'ai mon côté maman louve là qui protège sa tribu de femmes, c'est vrai que la prêtresse, elle est là quoi. C'est la sagesse, c'est l'envie de transmettre, c'est la prise de recul, la prise de hauteur. C'est la mère aussi en moi. Donc il y a des choses qui ont été dites aussi par rapport à ça. Elle m'a parlé d'un petit garçon. Sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal là. Je me dis, mais attendez, j'ai un stérilet quand même. Il y a 0,0000% de chance. Mais bon, voilà. Il y a déjà ce projet-là qui est ancré en moi et je le sens. Je le sens quelque part parce que voilà, j'ai aussi envie d'être maman. C'est juste que pour l'instant, je me retrouve pas dans les images de maman que j'ai autour de moi en fait. C'est vrai que si un jour, bon là je m'égare encore un peu mais c'est pas grave, si un jour j'ai la chance d'être mère, c'est vrai que moi je me vois pas du tout accoucher dans un hôpital, je me vois plus accoucher dans une baignoire en plein milieu de la jungle. Voilà, plus ce genre de choses. Et puis je me vois vraiment avec mon bébé, enfin je me vois enceinte et continuer à faire mes retraites et continuer tout en me reposant. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai vraiment envie de vivre ma grossesse et que ce soit vraiment une grossesse qui soit sacrée et divine. Et tout à l'heure, ce qui était vraiment très présent dans ma séance, c'était la mère divine en moi. Et du coup, c'était extrêmement puissant. Et là, voilà, je sens en fait que j'ai envie de réconcilier tout ça. Ce qui fait que par la parole et par le biais de ce podcast, j'avais vraiment envie et à cœur de vous parler du monde invisible. J'avais envie de vous parler aussi de la réunification du côté scientifique et de l'invisible. Souvent, je vous parle de la plateforme Gaïa. Gaïa, c'est vraiment le Netflix de la spiritualité. Moi, ça fait des semaines que je tanne mon mec pour qu'il regarde Superhumans. Alors, il veut pas, il fait de la résistance. Mais c'est génial, en fait, parce qu'on vous montre, en fait, avec des explications purement scientifiques, la connexion avec le monde invisible. Alors, d'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui font des recherches pour pouvoir prouver que le monde invisible existe et qu'il s'explique aussi. Et en même temps, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter de vouloir tout expliquer et vouloir chercher tout le temps trop loin. Donc je vais en profiter pour vous parler un peu de mon copain. Lui, il est vraiment fermé à tout ça. Pourtant, il a une intuition qui est hyper développée. Il a eu l'intuition de quitter son job et de venir en Guadeloupe, un peu comme moi j'ai fait. Et on s'est rencontrés là-bas. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qu'il a du mal à matérialiser. Ou voilà. Donc... c'est pas grave, j'ai compris, mais ça j'en parlerai dans un deuxième épisode. Voilà, dans l'épisode de la semaine prochaine, je vais vraiment plus axer ça, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais le conseil qui me vient là, c'est vraiment de faire votre propre opinion en fait. Expérimentez, testez, essayez, prenez ce qui vous plaît. Et puis j'ai envie de vous dire, même si vous tombez sur quelqu'un qui est pas bon, parce que ça arrive, une fois j'ai déjà donné de la thune, je crois, sur Instagram à une meuf qui m'a jamais fait mon tirage, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout en fait, on essaye, on teste, on se fait notre propre idée et c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi je sais que ma mère, elle voit ça un peu, elle en a extrêmement peur parce que je crois que j'avais entendu un truc comme quoi elle avait fait partie d'une secte il y a très longtemps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai conscience que oui, des sectes ça existe, des mauvaises personnes dans le monde de l'invisible, oui ça existe. Moi je connaissais quelqu'un en Guadeloupe qui faisait soi-disant des soins Reiki, qui s'était pas vraiment formé là-dessus et les gens repartaient de chez lui avec des énergies très basses. Enfin voilà, il te posait des trucs, c'était vraiment pas cool quoi. Donc oui, j'ai envie de vous dire, il y a du bon et du mauvais partout, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Essayez, testez et vous verrez ce qui vous plaît. Et pour moi, si vous posez l'intention ferme que c'est quelque chose que vous avez envie de développer et que vous avez envie de découvrir ce genre de pratique, ça va vous tomber dessus. Moi, tous les professionnels de l'invisible que j'ai rencontrés, à chaque fois, on me donne le tuyau, on me donne le contact, une amie, quelqu'un me dit « faut absolument que tu rencontres cette personne » ou je trouve le truc comme ça sur Instagram. Enfin voilà, je le sens après. Et vraiment expérimenter ça.
expérimentez votre possibilité à vous connecter à l'intuition, à vos sens en fait, extrasensoriels, tout ça. Tout le monde là, je pense vraiment que tout le monde a son chemin, tout le monde a des compétences extrasensorielles. C'est juste que voilà, dans cette vie, on choisit de les développer ou non, et c'est ok. Tout est parfait tel que c'est. Mais vraiment, si vous avez été attiré par ce podcast parce que vous sentez que aujourd'hui vous avez envie d'avoir des réponses par rapport à ça, expérimentez, je peux pas mieux vous dire. Faut-il se méfier aujourd'hui des professionnels du monde de l'invisible? J'ai envie de vous dire, moi en tout cas, je ne m'en méfie pas. Je saute pas à pieds joints dans la première pratique. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, m'en remettre à certaines thérapeutes, comme j'ai fait avec Cécile, comme je fais avec la voyante masquée, ça m'aide beaucoup en fait. C'est de la guidance, c'est des messages que je reçois, c'est des séances qui sont ultra touchantes et émouvantes à chaque fois. Et ça me permet de recevoir des messages. Et je pense que mon challenge aujourd'hui, maintenant, c'est d'aller reprendre mon pouvoir là-dessus et recevoir mes propres messages sans forcément passer par une tierce personne. Donc je continuerai d'être accompagnée, ça c'est clair, mais j'ai envie de prendre en automatisation un peu là-dessus et en responsabilisation là-dessus. Ce qui fait que voilà, je suis déjà à 34 minutes de podcast. J'espère avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Il y a encore plein d'expériences que j'ai vécues, que j'ai pas non plus détaillées dans le podcast, sinon ça prendrait clairement 2 heures. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les lives là sur Instagram que je fais, j'envisage à partir de 2024 de faire intervenir des professionnels de l'invisible pour qu'ils vous parlent réellement de leur mission, de ce qu'ils font, qu'ils en parlent avec leurs mots aussi, parce que moi voilà, je suis un peu maladroite peut-être de la manière dont j'aborde certaines notions, puisque c'est pas mon domaine en tout cas pour l'instant. Mais voilà, je voulais aussi finir par, si vous aussi vous avez vécu des expériences avec des professionnels de l'invisible, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, n'hésitez pas à les partager, soit à les partager en commentaire de cet épisode, soit à venir me voir en privé pour qu'on en parle, pour que je puisse après le poster, parce que ça peut être vraiment intéressant de lever le voile un petit peu sur tout ça. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, où que vous soyez. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les_Perséphone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La Voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt!